Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Gagny, je suis maître de conférence sur le campus de Paris des Arts et Métiers, à l'Institut de biomécanique Humaine Georges Charpak. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter un tour d'horizon autour des méthodes de reconstruction 3D du corps humain à partir de radiographie biplane. Donc je vous propose de démarrer mon intervention par une brève présentation de l'Institut de recherche où je travaille. L'Institut de biomécanique Humaine Georges Charpak a été fondé en 2013 et fait suite au laboratoire de biomécanique qui avait été fondé en 1979, toujours sur le campus de Paris des Arts et Métiers. Notre but dans cet institut, c'est d'étudier et de modéliser les systèmes musculo-squelettiques et neuromusculaires. Donc on va s'intéresser à la modélisation 3D personnalisée de la géométrie des os et des tissus mous, mais également de leurs propriétés mécaniques. On va s'intéresser également au contrôle neuromusculaire personnalisé. Donc pour valider ces modèles, on a la chance d'avoir une plateforme technologique qui regroupe des modalités d'imagerie, des bancs d'essai et une salle d'analyse du mouvement. Donc, on est très fiers au sein de l'Institut d'avoir été partie prenante dans le développement d'une modalité d'imagerie médicale qui s'appelle les radiographies biplanes. Donc, je vais vous en raconter très brièvement l'histoire. Donc, nous avions d'un côté Gabriel Khalifa, radiologue, et Georges Charpak, physicien et prix Nobel de physique, qui avait développé un système de radiographie à base d'os, qui était un système de radiographie à un seul plan, frontal ou latéral. Au cours de la même décennie, dans les années 90, Wafat Kali travaillait sur la modélisation biomécanique du rachis et ça avait beaucoup intéressé Jean Dubousset, chirurgien orthopédiste, qui lui avait demandé de modéliser une pathologie bien connue qui était la scoliose. Donc Wafat Kali planifiait pour cela d'utiliser un CT scanner afin d'avoir la forme en 3D des vertèbres de la colonne vertébrale des patients scoliotiques. Jean Dubousset avait refusé en disant que cette méthode d'imagerie était beaucoup trop irradiante pour des adolescents et de plus, on devrait les mettre en position couchée, ce qui va en fait minimiser leur pathologie. On ne pourra pas décrire, on ne pourra pas apprécier finement leur pathologie et ce serait beaucoup mieux d'avoir une modalité en position fonctionnelle, donc debout, pour imager leur colonne vertébrale. Donc, suite à ce petit cahier des charges qui venait de se dessiner, ils ont mis au point, notamment aussi avec Jacques de Guise, un système de stéréoradiographie qui est devenu le système EOS. Donc, le système EOS, il est présenté dans cette petite vidéo. C'est un système d'imagerie médicale qui permet d'obtenir des radiographies face et profil de manière simultanée en position debout. Donc les radiographies obtenues sont en échelle 1 pour 1. Donc ce système il a été déployé dans les hôpitaux pour la première fois en 2008. Il est présent maintenant dans 51 pays et on dénombre environ 350 machines à travers le monde. Donc, le gros avantage de cette modalité, vous venez de l'apercevoir, c'est qu'on peut faire de la reconstruction 3D à partir de ces radiographies. Donc, il y a des méthodes de reconstruction qui sont reproductibles et certaines sont d'ores et déjà disponibles en routine clinique. On peut parler par exemple de la méthode de reconstruction du rachis de Ludovic Imbert ou de la méthode de reconstruction des membres inférieurs. Donc, ces méthodes ont en partie été développées, en grande partie développées au sein de notre institut. Donc, ces méthodes présentent un schéma global qui est dans un premier temps la notation de repères anatomiques, puis le prépositionnement de modèles et enfin l'ajustement fin de ces modèles. Donc je reviendrai assez longuement sur ce schéma global, mais quoi qu'il en soit, on peut faire de la 3D avec ce système. Notre directrice scientifique, Wafat Kali, a l'habitude de dire la 3D, d'accord, mais à quoi bon? Pour nous, dans notre institut, la modélisation 3D est un outil, ce n'est pas la finalité de notre travail. Même je dois admettre que c'est souvent la finalité du mien. Donc ensuite, grâce à ces outils de modélisation 3D, on va pouvoir faire de l'analyse 3D et de la simulation 3D. Donc pour l'analyse 3D, on va calculer des paramètres 3D qui vont être soit posturaux ou morphologiques et ils vont permettre d'apprécier quantitativement une pathologie. Donc on pourra avoir des analyses relativement simples où on va comparer des valeurs de paramètres et voir s'ils sont dans des corridors de normalité, ou on aura des outils plus fins, prédictifs. Par exemple, on a mis au point à notre institut un outil qui permet, à un stade très précoce de la scoliose, de déterminer si la scoliose va être évolutive, va aller vers un état sévère ou non. Ensuite, on a les outils de simulation. Donc ici, vous avez l'illustration d'une simulation de l'effet d'un corset sur un tronc scoliotique. Donc les corsets sont des dispositifs médicaux que des adolescents doivent porter environ 22 heures par jour quand ils ont une scoliose relativement sévère ou avec risque de progression. Et donc, il serait
très avantageux de pouvoir optimiser ces corsets grâce à ces simulations. Donc cette histoire semble très belle, elle l'est, et par contre il y a un mais, il y a forcément un mais. Donc quand je suis arrivé au sein de l'Institut en 2015, j'avais fait une petite étude qui avait permis sur 13 opérateurs de dénombrer environ 3400 reconstructions par an. Ok, très bien. Par contre, cela représentait un volume horaire de 1500 heures. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup trop. Et vous le voyez, le travail qu'on demande à un opérateur est très minutieux. On doit ajuster des points de contrôle sur les modèles pour que ça colle sur les radiographies. Donc, c'est un travail qui est vraiment très minutieux avec un fort coût cognitif. Et donc, mon travail, quand je suis arrivé en 2015, c'était de rendre ces méthodes les plus automatiques possibles. Donc, voici le sommaire de ma présentation. Je vais vous présenter dans un premier temps le schéma global des méthodes de reconstruction. Ensuite, je vais vous présenter nos nouvelles méthodes, donc particulièrement en fait, des briques, des outils qui nous ont permis de réduire considérablement les taux opérateurs. Et donc, je terminerai par quelques perspectives sur nos travaux actuels pour complètement automatiser ces méthodes. Donc, le schéma global. Donc, on l'a déjà aperçu, il est constitué de 3 étapes. Identification de repères anatomiques, prépositionnement d'un modèle et ajustement fin du modèle. Donc les repères anatomiques ils peuvent être de différents types, donc on peut avoir tout simplement des points, mais on peut avoir également des primitives géométriques qui peuvent être des cercles, des ellipses, mais également des sphères. Ou encore on a un dernier type qui est les contours, comme vous le voyez ici sur la partie supérieure de l'os. Donc une notion très importante pour chacune de ces annotations, ça va être la notion de stéréocorrespondance ou non stéréocorrespondance. Donc pour vous expliquer cette notion, j'ai schématisé la machine EOS vue de dessus. Donc on a 2 écrans orthogonaux, donc un écran latéral et un écran frontal, et qui correspondent à une source de rayon X frontale et une source de rayon X latérale. Donc certains points anatomiques vont être visibles sur les 2 radiographies. Donc on va les appeler les points stéréocorrespondants. Donc c'est des points qu'on va être capable d'annoter sur les 2 radiographies, donc schématiquement sur les qui ont un endroit physique sur les 2 écrans de la machine de rayon X. Donc, on va pouvoir, grâce à la géométrie épipolaire, puisqu'on connaît les données de calibration de la machine, on va pouvoir reconstruire en 3D ce point. Donc, ce qui va être particulièrement avantageux pour prépositionner un modèle. Par contre, certains points ne sont pas visibles sur les 2 vues, mais par contre sont très bien visibles sur une seule des 2 vues. Donc, ce sont des points qu'on va appeler non stéréocorrespondants. Pour ces points, par géométrie épipolaire, on ne va avoir simplement qu'une ligne de contrainte. On saura que notre point annoté sur la radiographie se situera sur cette ligne de contrainte. Par contre, on ne saura pas exactement où il sera sur cette ligne. Donc, ensuite, on va pouvoir prépositionner un modèle suite à ces données d'annotation, ces données annotées, qu'elles soient stéréocorrespondantes ou non stéréocorrespondantes. On va déformer un template générique ou un modèle statistique de forme pour que, dans un premier temps, il s'ajuste aux données stéréocorrespondantes. C'est ce que vous voyez ici sur cette illustration. On a le centre de la tête du fémur qui est annoté sur les 2 radiographies, et donc on peut prépositionner le modèle à l'intersection des 2 lignes de contrainte. Comme je vous l'ai dit, certains points sont visibles que sur une des 2 vues. C'est le cas des points postérieurs des condyles du fémur. Donc je vous passe les détails sur l'anatomie du fémur. Quoi qu'il en soit, ces 2 points sont très visibles sur la vue latérale et invisibles sur la vue frontale. Donc pour ces 2 points, on aura respectivement une ligne de contrainte et on va venir donc déformer notre modèle de sorte à ce que ce modèle passe par les lignes de contrainte. Donc les méthodes qu'on aura à la fois pour ajuster sur les points stéréocorrespondants non stéréocorrespondants, on pourra utiliser des méthodes de type Moving Least Squares, donc c'est ce qu'on utilise quand on va déformer un template générique, ou quand on a un modèle statistique de forme, on va plutôt s'orienter vers des méthodes type posterior shape model, qui est en fait de l'ajustement par processus gaussien. Donc pour la phase d'ajustement, là vient une grosse phase d'intervention manuelle d'un opérateur. Et donc, je vous en montre tout de suite une démonstration sur le fémur. Donc, vous voyez ici le modèle projeté sur la radiographie du fémur. Donc, vous voyez qu'il y a certains points sur ce modèle qu'on appelle sont des points de contrôle. Et vous voyez également qu'il y a visiblement des points de contrôle qui sont un peu spéciaux. Vous avez en fait ici une ellipse qui vient modéliser le col du fémur.
Et vous allez avoir d'autres primitives géométriques, donc par exemple ici une spline qui va venir décrire la diaphyse, qui est donc la partie longitudinale de l'os du fémur. Donc voilà, donc l'opérateur doit ajuster tous ses points de contrôle, de sorte à faire au mieux correspondre les contours du modèle projeté et les contours radiographiques. Donc ce n'est pas toujours évident avec simplement ce modèle ici représenté, donc qui est un modèle type de déformation avec moving least squares. On peut ajuster encore ce modèle, je ne l'ai pas montré dans cette démonstration. On peut faire du contour matching manuel, donc faire correspondre les contours radiographiques avec les contours du modèle en ajoutant beaucoup plus de points de contrôle et en faisant une interpolation, par exemple par crigeage, ou en utilisant les thin plate splines. Donc là, on a une grosse marge d'amélioration puisque cette méthode vraiment est ultra manuelle. Donc, il m'amène aux nouvelles méthodes, et donc avant cela, je vais faire un petit état des lieux des temps de reconstruction qu'on avait avant 2015 et les temps de reconstruction qu'on a désormais. Donc en 2015, on avait des temps de reconstruction de l'ordre de 10 minutes pour la plupart des structures anatomiques et 20 minutes pour l'enveloppe corporelle. On est passé maintenant à 4 minutes pour le rachis au lieu de 10 minutes. On a divisé par 5 le temps opérateur sur le bassin, on a divisé par 2 le temps opérateur sur les membres inférieurs et sur l'enveloppe corporelle. Donc la source principale d'amélioration a été l'introduction d'outils de vision par ordinateur. Et je vais vous en décrire deux exemples. Le premier exemple est celui de la détermination de coins de vertèbres sur les radiographies de profil. Donc nous avions un modèle simplifié 3D de colonne vertébrale qu'on vient projeter sur les radiographies, ce qui fait qu'en fait on a seulement 4 points par vertèbre, et c'est ça qu'on appelle des coins de vertèbres. Et vous voyez ici sur le zoom, sur la vue sagittale, sur la vue latérale au niveau des cervicales, vous voyez que le coin de vertèbre du modèle ne correspond pas au coin de vertèbre sur la radiographie. Ça, c'était le travail de Chahine Ebrahimi dans sa thèse d'introduire une méthode pour trouver ces coins de vertèbre. Et donc, on a mis au point une méthode qui permet en fait dans un premier temps d'extraire certains candidats. Donc on a fait du traitement d'image assez classique où on a cherché dans la carte des contours, des points qui ressemblaient à des coins. Ensuite on a calculé tout un tas de descripteurs visuels, donc des descripteurs qui vont permettre en fait d'avoir de l'information synthétique sur le gradient de l'image aux alentours du candidat, mais aussi sur la distribution des niveaux de gris. Et toutes ces informations, donc on les a compilées dans des arbres de décision. On a construit beaucoup d'arbres de décision, c'est le principe des forêts aléatoires ou random forest, pour en fait classifier ces points selon s'ils sont ou non des points de vertèbre. Donc cette méthode marche très bien sur les cervicales et sur les lombaires, ce qui a permis d'avoir une grosse plus-value au niveau de notre modèle 3D de rachis. Un deuxième exemple est l'introduction d'un contour matching automatique sur le fémur. Donc, ces travaux ont été menés par François Gérinon au cours de sa thèse en 2018. Donc, il est parti d'une solution initiale du fémur qui est projetée sur les radiographies. Donc, il a mis au point une méthode itérative d'algorithme de plus court chemin afin de faire correspondre les contours anatomiques avec les contours du modèle. Donc on définissait un ruban, une zone de recherche autour du contour initial. Dans ce ruban, on cherchait le meilleur contour radiographique pour s'y ajuster. Donc on avait plusieurs critères d'optimisation, donc 3 cartes de coût. La première est sur le gradient, bien sûr, on va chercher à se coller là où il y a des sauts de gradient, donc des indicateurs forts de contour, mais également on va chercher à minimiser une carte de coût statistique, puisqu'en fait on va chercher à ne pas avoir d'aspect non physiologique dans l'os. Et donc, on a un modèle statistique de forme qui va permettre de contrecarrer ce type de problème, et donc de ne pas avoir d'os qui ne sont non physiologiques. Et enfin, donc, on a une carte de coût liée aux annotations manuelles, puisque ces annotations manuelles, en général, elles sont choisies parce que ce sont des points qui sont très reproductibles, et donc on va leur donner beaucoup de confiance afin de déterminer le contour. Donc cette méthode est itérative, on va réduire au fur et à mesure la taille du ruban, la taille de la zone de recherche, pour enfin finalement converger vers le contour radiographique.
Donc voilà, donc deux exemples d'amélioration significative de nos méthodes grâce à la vision par ordinateur. Donc on a beaucoup travaillé au cours des dernières années sur les ajustements qui étaient semi-automatiques, voire semi-manuels, et maintenant donc on a beaucoup évolué là-dessus et non, on a des ajustements qui peuvent être considérés comme automatiques. Et donc notre travail maintenant, ça va être de s'intéresser plus particulièrement aux repères anatomiques. Donc la première phase de notre schéma global, et qu'on cherche maintenant à automatiser complètement, et on le fera maintenant avec des outils de deep learning. Donc on s'est orienté vers le deep learning puisque nos nouvelles méthodes, vu qu'elles sont beaucoup plus rapides, elles vont nous permettre de constituer des bases de données qui vont être potentiellement massives. Et donc on a pu par exemple pour le RACHIS, pas constituer d'ores et déjà une base de données massive, mais compiler très rapidement une base de données déjà consistante de 138 patients dont on avait les radiographies et les reconstructions. Donc ces reconstructions, on les a projetées sur les radiographies, enfin juste la partie antérieure des vertèbres, ce qu'on appelle les corps vertébraux, dont j'ai déjà parlé, et ce qui nous donne des segmentations de référence pour ces corps vertébraux. Donc j'ai demandé ensuite à Zixin Yang d'exploiter cette base de données afin de segmenter, de s'en servir pour segmenter le RACHIS sur les radiographies biplanes et d'en extraire la ligne moyenne qu'on appelle la ligne spinale. Pourquoi je voulais ça? Puisqu'en fait, cette ligne spinale va en fait me décrire l'architecture du RACHIS qui va être très importante, qui va être fondamentale pour le prépositionnement du modèle de colonne vertébrale. Donc il a vraiment très bien travaillé puisqu'il a en fait mis au point une méthode de segmentation en utilisant un réseau de neurones qui est très connu, qui est MaSCRCNN. On avait encore des petites aberrations, par exemple, vous en voyez une ici au niveau thoracique, mais ça se gère très bien avec de l'information a priori, donc on était capable de gommer ce genre de segmentation aberrante pour avoir un masque binaire tout à fait cohérent. Et donc par squelettisation, on avait la méthode, on avait la ligne spinale. Ici, vous voyez que la ligne spinale en bleu qui est la prédiction est quasiment superposée à la ligne spinale de référence qui est en rouge. Donc on avait globalement sur la base de données de test un RMSE moyen d'1 mm sur la vue latérale et un RMSE moyen de 2 mm sur la vue frontale, ce qui est tout à fait cohérent avec la reproductibilité de l'annotation d'un tel objet par un opérateur humain. Donc notre prochaine étape va être de continuer sur cette piste et de chercher le plus de repères anatomiques à détecter automatiquement. Et donc, ça sera le travail de thèse de Matteo Bovio. Il adoptera une approche corps entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pathologies posturales en général affectent le corps entier. Si vous avez une scoliose, ça va affecter vos membres inférieurs. Si vous avez un valgus du genou ou un varus du genou, ça va affecter votre tronc. Et donc, ces pathologies doivent être analysées à l'échelle du corps entier. Donc ensuite, ces méthodes sont séparées à l'heure actuelle, donc elles sont indépendantes, et donc ça mène à des interprétations, et donc vous imaginez bien que ces interprétations non physiologiques, ça pose des problèmes. Et ensuite, donc le temps cumulé de reconstruction reste important, puisqu'en fait, chacune des méthodes a vu son temps opérateur réduit, mais en cumulé, si on veut le corps entier, on a encore un temps de reconstruction qui est important. Donc, suite à ces perspectives, quelques remarques de conclusion. Là, j'espère vous avoir convaincu que la reconstruction en 3D de structures anatomiques à partir d'un simple couple de radiographie, c'est possible, c'est faisable. C'est un problème qui semblait très compliqué il y a un temps, mais qui est maintenant résolu et validé. On a vu que les méthodes étaient en général avec une forte dose d'intervention manuelle, et donc on a mis au point des outils qui ont permis d'automatiser toute une partie de ces interventions manuelles, mais on a encore, pour certaines méthodes, certains points qui sont encore manuels. Donc, ce qui est toujours un frein à un large déploiement clinique de ce type de méthode. Donc, on a vu que la vision par ordinateur, en particulier le deep learning, va nous permettre, je pense et je l'espère, et je le crois, de résoudre très rapidement ces problèmes et donc de diffuser ces méthodes en clinique. Donc avec ça, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également mes collaborateurs ainsi que les sponsors de la chaire Biomécam qui ont financé ces projets.